Bonjour, je m'appelle Arnaud Stoppa, je suis chargé de projet mobilité communication au Creux Montérégie. Euh, ce webinaire, hop, ah, Ce webinaire est présenté dans le cadre de notre projet Embarque Montérégie qui se décline en à peu près trois axes. Donc, la première, c'est notre plateforme web qui permet de trouver toute l'information qu'un citoyen ou une citoyenne a besoin pour penser sa mobilité autrement que par l'autosolisme. Sur notre site, on répertorie les différents services de transport durable par ville et on peut faire une recherche aussi en fonction du lieu de sa destination, un peu à la façon de Google Maps. Notre site actuellement est en changement. Normalement, d'ici la rentrée, on devrait avoir un nouveau site qui devrait comme être un peu meilleur que celui qu'on a actuellement. Notre deuxième axe de développement, c'est la pratique du covoiturage dans la région. Nous cherchons à créer un réseau de places de stationnement dédiées au covoiturage. Ce sont à peu près des lieux de rendez-vous sécuritaires à proximité des grands axes routiers afin de permettre aux gens de déplacer, d'aller là-bas sur place en voiture, laisser leur voiture, puis prendre une autre voiture pour aller vers le lieu de destination. Actuellement, on a 13 villes qui participent au réseau. On en a pour 88 places à peu près. Puis notre objectif, c'est d'agrandir ce réseau-là. S'il y a des gestionnaires de villes, vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé par intégrer ce réseau. Notre dernier axe, c'est la campagne de sensibilisation auprès des différents publics sur la mobilité durable. L'idée, c'est de faire, on va dire, bouillir notre imagination sur des solutions aux défis de mobilité qui nous attendent. On propose par exemple sur nos réseaux sociaux des séries de Saviez-vous que, avec des idées d'ici et d'ailleurs qu'on peut récupérer, qu'on peut essayer de mettre en place pour réduire notre dépendance à l'autosolisme. Puis c'est dans ce cadre-là que ce webinaire est présenté. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre partenaire Hydro-Québec sans qui l'organisation de ce webinaire aurait été impossible. Puis aussi impossible parce que je vais vous raconter à peu près l'histoire de ce webinaire très court, là, mais juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué de parler de vélo en libre service au Québec. C'est que on est dans un moment en pleine mutation avec une expansion rapide de ce genre de service-là. On travaille sur ce projet depuis le début de l'année. Puis trouver des intervenants, ça a été compliqué parce qu'effectivement, il y a des choses qui changent. Par exemple, à Québec, on parle beaucoup de Bixi, sur l'île de Montréal, puis à Laval, et puis en Longueuil depuis quelques temps, mais bientôt aussi à Terrebonne. Puis à Québec, en 2021, ils ont eu leur service à vélo, qui connaît aussi un succès important. Puis, mais en dehors de ça, de nos deux grands centres urbains, c'est un peu plus difficile. Pourtant, la volonté politique est présente. En 2021, le gouvernement du Québec a ouvert un programme d'aide au développement de l'offre de vélos en libre-service. C'est à peu près 7 millions de dollars pour 21 municipalités. Malheureusement, c'est que la grande partie de ce financement est partie à Bixi. C'est peut-être pas l'idéal pour développer des solutions à l'extérieur de nos centres urbains. Depuis, ce programme-là a été intégré dans une enveloppe un peu plus large sur les transports actifs dans les périmètres urbains. Est-ce que cette enveloppe-là va être aussi utilisée pour la promotion d'autres moyens de mobilité comme la marche ou même les transports en commun? On ne le sait pas. Non, peut-être pas transport en commun. Euh, on a essayé de chercher des intervenants un peu partout. On a regardé la liste des villes qui ont eu des financements dans ce programme. Sur la rive nord, par exemple, il y a Sainte-Anne-des-Plaines et Joliette qui avaient fait affaire avec l'entreprise Bicycle Jaune. Sans doute certains le connaissent. Mais le problème, c'est que Bicycle Jaune a fermé cette année ou l'année dernière. L'année dernière. Ces deux villes se retrouvent un peu sans rien. Sur la rive sud, on a à peu près le même schéma. L'entreprise BVGN qui fournissait aussi des bandes de service. On a appris en avril dans la presse qu'ils sont sous le coup de la loi de la protection de la faillite et de l'insolvabilité. Ils devaient fournir le service à Sherbrooke. Là, Sherbrooke se retrouve un peu. On ne sait pas vraiment comment ils vont faire leur programme.
On peut aussi parler d'autres services de vélos en libre service sans borne, parce que là, effectivement, je vous avais des images de vélos avec des bornes, mais par exemple, à Dolbeau-Mistassini, depuis 2003, ils proposent une centaine de vélos dans des points de service. La Maison des Jeunes de Joliette aussi, il me semble qu'on va reprendre justement les vélos de Bessic Jaune pour le faire. Puis pourtant, ces services-là ont des succès. On a parlé à différentes villes, à Montfort, à Sainte-Anne-des-Plaines, ils ont connu un achalandage important. Puis la population est très satisfaite de ces solutions-là. Donc, on espère que ça va continuer pour elles. Puis là, on en vient à Mirabel, et Tourisme Mirabel qui vont vous montrer leurs solutions, qui vont partager leur expérience dans ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole, je ne sais pas, Véronique ou à... Moi, je vais commencer, en fond. Bon, ben, Véronique, je vous laisse démarrer. Merci. Je vais commencer par partager l'écran avec la présentation. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que je peux la poser? C'est à quel oui. Oui. C'est juste pour savoir si un jour ça devient complètement autorisé, justement, de ne plus venir en voiture dans les villes, etc. Que vont faire les handicapés, les gens âgés, ne peuvent pas prendre le vélo, hein? Qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, je pourrais répondre. Là. Le but, c'est pas d'enlever les automobiles, c'est de faire éventuellement moi, je pense que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait différents intermodales, différentes mobilités, autant auto que bicyclette que trottinette. Je pense que c'est autobus, je pense qu'on n'a pas le choix de faire un binning pot de tout ça. C'est pas de dire que le vélo, selon moi, est la clé de tout ça. Je pense que c'est la jonction de tous les moyens de transport. OK, merci. J'étais inquiète. Puis, pour le reste des questions, on va les garder pour la fin de la présentation. Donc, merci. Vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pourrez lever la main après la présentation. Merci. Parfait. Je me présente, Véronique Durocher, directrice de Tourisme Mirabel. Merci pour l'invitation pour, dans le fond, promouvoir un peu qu'est-ce qu'on nous on a acquis là, sur le terrain à travers la dernière année surtout. Avec moi, il y a Anissa, celle qui est responsable, dans le fond, de tout ce qui est mobilité à Tourisme Mirabel. Et il y a M. Stéphane Michaud, qui est président là, de l'OSBL, puisque Tourisme Mirabel, à la base, c'est un OSBL. Donc, en gros, c'est la présentation de nous trois, les trois acteurs, là, dans le fond, qui chevauchent là, tout ce qui est vélo en libre service. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a contenu pour la présentation. Tout ce qui est opportunité, c'est tout ce qui est à travers le développement durable. Les acteurs, c'est à différents niveaux, municipal, entrepreneur, gouvernemental, ça, c'est les acteurs. Tout ce qui est contexte mirabellois, parce que souvent, on oublie que Mirabel existe, il y a Laval et les Laurentides, nous, on est entre les deux. Il y a aussi toute la démarche, les études qu'on a fait par rapport au terrain, au projet pilote, là, que sûrement que plusieurs, c'est ça qu'ils veulent savoir, les données comme notre conclusion par rapport à ça. Aussi, on a fait beaucoup de recherches un peu à travers tous les projets qui étaient interreliés, soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, là, par rapport à la mobilité à vélo ou durable. Et notre plan d'action là, par rapport au déploiement de notre projet à Mirabel, là, comment que nous, on le voit dans la prochaine année. Anissa, tu peux... OK. Fait que, Stéphane, je ne sais pas si est-ce que tu voulais le parler, le début du projet, vu que nous, moi, je suis arrivé en poste puis c'était parti. Là, je ne sais pas si M. Michaud est en ligne. Sinon, je vais parler. Je suis là, Véronique. C'est bon. Est-ce que tu veux juste comme partir le projet, un peu comment ça a commencé? Puis, Ben oui, ça me fait plaisir. Alors, bonjour à tout le monde. On voit qu'il y a une grande présence ce matin. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager notre
notre aventure à Mirabel, qui est assez intéressante, je pense, peut-être pour inspirer d'autres communautés à se lancer. On voit, comme je disais tantôt en introduction, bien entendu qu'il y a plusieurs municipalités ou intervenants qui sont intéressés par la chose. Ils ont un désir, mais de mettre le pied dans l'engrenage, comme on peut dire, ça, c'est une autre histoire. Donc, alors oui, mon nom est Stéphane Michaud, je suis président fondateur de Tourisme Mirabel, qui est un organisme à but non lucratif qui a été créé entièrement par des bénévoles de la communauté touristique du territoire de la MRC Mirabel et qui, avec le temps, donc ça fait à peu près 6-7 ans là, que cet organisme-là existe, s'est allié avec la ville de Mirabel. Donc, on est un peu comme une division, les spécialistes du tourisme pour le territoire de Mirabel. On est associé à ce qu'on appelle la division de la ville de Mirabel qui s'appelle Mirabel économique. Donc, on va le voir tout à l'heure, Véronique va en parler un peu, mais Mirabel, c'est une ville un peu particulière. C'est une ville MRC, donc c'est spécifique. Alors, on parle ici d'opportunités dans le visuel qu'on voit dans la présentation d'aujourd'hui. Opportunité, c'est un peu, nous, c'est un grand défi qu'on a parce que la ville de Mirabel, on n'a pas de centre-ville. Donc, le centre-ville, c'est un aéroport. Et puis, tout autour de l'aéroport, il y a plusieurs villages. Et donc, ce qui crée Mirabel dans son entier. Fait qu'évidemment qu'au niveau du transport, la mobilité durable, là, on a un défi au niveau même de l'électrification parce qu'on a des grandes distances à parcourir entre les villages et c'est notre défi. C'est l'œuvre dans laquelle on s'est engagé. On a cherché beaucoup de comparables, un peu partout, même à travers différents fournisseurs à l'international, au Canada, ici au Québec, tout ça. Il y a quelques initiatives qui ont été mises de l'avant. Mais en secteur rural, avec des grandes distances, on va le voir un petit peu tout à l'heure, on va aller vraiment dans le technique, vous allez avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. On a décidé d'être généreux dans notre présentation. On a discuté de ça en équipe et puis on va vraiment vous donner tout ce qu'on a pu bâtir et acquérir comme information depuis notre aventure. Donc, évidemment que c'est un contexte, évidemment, on est tous là-dedans, nos sociétés modernes, on s'en va vers le développement durable, donc l'électrification des transports. On veut créer un mouvement de société pour aller revenir au vélo, reprendre l'amour du vélo. Je pense que le vélo électrique, on peut se le dire, là, ça a vraiment donné un gros coup de barre au niveau de la popularité du vélo à 3 axes. Nous, là, on a regardé sur le plan du tourisme, mais sur le plan aussi des déplacements citoyens et aussi pour les travailleurs. C'est 3 axes qu'on a regardés. Donc, quand on travaille sur des plateformes de vélo grand public, il faut regarder aussi ces 3 types d'utilisateurs-là. Mais ce qu'on voit, comme moi, je donne souvent l'exemple dans ma famille, mes parents qui avaient 2 voitures dans leur garage et puis qui ont pris de l'âge et puis ont décidé de vendre une voiture et à la place de cette voiture-là, c'est un vélo électrique qui a pris la place. Donc, dans le garage, il y avait le choix entre une voiture, le vélo traditionnel ou le vélo électrique, qui est comme, c'est plus nécessairement un vélo, c'est vraiment vu comme un moyen de transport. Alors, c'est ça qu'on veut voir comme changement de plus en plus dans nos sociétés, passer ces valeurs-là du transport durable à travers les générations pour que nos enfants puissent y prendre goût aussi, pour intégrer ça dans leur quotidien. Alors, c'est un peu l'œuvre qui est générale de tout ça, mais on a beaucoup d'étapes pour se rendre là. On voit ici, on parle de disponibilité des nouvelles technologies. Ouais. Disponibilité des nouvelles technologies, bien, on parlait, voyez-vous, un de vos intervenants tout à l'heure mentionnait Bewegun, qui était assez actif dans les moments où nous, on a débuté. Mais là, on parle que Bewegun est en faillite. Donc, voyez-vous, c'est pas très intéressant d'entendre ça. Mais il n'y a pas tant de fournisseurs que ça. On va le voir un petit peu plus tard quand on va dans notre présentation. Mais c'est ça. Donc, au niveau des technologies, vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu plus tard là, nos démarches, mais ce qui n'est pas évident, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs technologies à comparer, à pouvoir utiliser ici dans les contextes de la météo qu'on a ici au Québec. Donc, un des premiers grands défis qu'on a au niveau de la disponibilité des nouvelles technologies, c'est qu'il y en a peu. La technologie au niveau des secteurs ruraux. Donc, on entendait tout à l'heure les exemples, évidemment, dans les grands pôles urbains. Alors là, c'est un peu plus simplifié. Évidemment que ça reste toujours un défi d'implanter ces systèmes-là. Mais au niveau rural, au niveau de la distance, là, on a vraiment tout un défi au niveau de la capacité énergétique des supports de batterie pour les vélos.
Et aussi, un autre défi qu'on a au niveau de la disponibilité des nouvelles technologies, c'est l'uniformisation des technologies dans une même région. Donc, exemple, nous, c'est vraiment ça, on va revenir là-dessus, mais là, on avait choisi Bewigan pour faire un projet pilote. Et puis là, ben, si, quand on se lance à grande échelle, on choisit Bewigan, puis la ville qui est à côté de nous, exemple, nous, on est tout près, par exemple, de Blainville ou de Saint-Eustache, ben, eux, de leur côté, ils s'en vont sur un autre fournisseur de vélos. Ben là, on vient créer des frontières entre nos villes parce que la technologie n'est pas compatible au niveau des systèmes de recharge et des niveaux d'échange dans la population. Donc, c'est un défi vraiment qui n'est pas encore réglé. Et ça, c'est un grand défi avec lequel on doit composer quand on veut travailler dans des systèmes intégrés qui impliquent au niveau de la MRC, dans plusieurs municipalités, pour ne pas créer de frontières technologiques. C'est-à-dire que le vélo, comme par exemple chez nous, si on avait Bewigan, puis le vélo d'à côté, la ville d'à côté a Bixi, ben là, évidemment que notre utilisateur Bewigan se retrouve, par exemple, à Saint-Eustache où il y a un Bixi, ben là, il ne peut pas le recharger, il n'y a pas de service, etc. Donc, voilà. Et puis, le dernier point, donc répondre à l'enjeu de la distance, ben c'est ça, j'en ai parlé un petit peu. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard, là. Donc, c'est des grands défis qu'on a eu à travailler en espérant pouvoir vous inspirer aujourd'hui à travers cette présentation-là. Voilà, Véronique. Est-ce que tu veux compléter avec les acteurs, Stéphane? Juste nous expliquer un peu. Oui, je peux parler des acteurs. Oui, oui, les acteurs, très importants. Alors, évidemment, à la base même de toute cette aventure-là, pour travailler à grande échelle, il faut absolument s'assurer de s'allier avec des partenaires stratégiques. Alors, c'est la première étape qu'on a fait, voilà, plusieurs années. On avait, nous, enclenché un projet qui s'appelle Mirabel Cyclo-branché. C'était d'instaurer des systèmes, c'est-à-dire un réseau de circulation entre les secteurs sécurisés et aussi avec les secteurs en périphérie. Donc, on a eu à travailler avec ça, avec plusieurs partenaires. Donc, comme je vous disais, Mirabel, il n'y a pas de centre-ville. Le centre-ville, c'est l'aéroport. C'est plus de 400 km², donc autour de l'aéroport qui crée. La ville, c'est une ville MRC. Donc, toujours des défis de rallier au niveau des grandes distances. On parle de 20-25 km entre les villages ou les secteurs urbanisés. Et puis, évidemment, on s'est allié avec les autres MRC en périphérie pour faire un premier exercice. Alors, donc, nous, on est dans les Basses-Laurentides. Alors, on s'est rallié avec quelques MRC en périphérie, on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir créer une vision stratégique et s'assurer de l'arrimage des technologies. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important quand on établit ça. Il ne faut pas juste travailler avec notre ville à nous, il faut vraiment penser à l'utilisateur qui, pour lui, il n'y a pas vraiment de frontière entre ses destinations. Il ne faut pas en créer non plus. Maintenant, les organismes spécialisés, alors ça, c'est important, parce que, évidemment, nous, on ne peut pas être spécialiste de tout. On est en tourisme, oui. On a des équipes techniques qui travaillent au niveau des réseaux cyclables, mais on a travaillé avec le Conseil régional de l'environnement des Laurentides et la table de mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides. On a aussi travaillé beaucoup avec le EXO, que tout le monde connaît bien, EXO, et aussi une autre interface de MOBA actuellement qui est avec nous. Pour ce qui est des entreprises, on a aussi, étant donné qu'on a l'aéroport international de Mirabel sur notre territoire, il y a plusieurs intérêts au niveau du site aéroportuaire pour le transport à mobilité électrique. Et donc, il y a Airbus, ADM et tout ça. Donc, ils sont tous avec nous dans cette œuvre collective-là, parce que sur notre territoire, on a évidemment, donc, je vous parlais d'EXO, donc un système de transport de train. Alors, on veut vraiment rallier le transport de train avec l'œuvre du vélo pour pouvoir donner accès, par exemple, aux travailleurs du secteur aéroportuaire, c'est-à-dire faire le lien entre la gare de train de Mirabel ainsi que les travailleurs du secteur aéroportuaire, mais la même chose pour les secteurs industriels et commerciaux du territoire. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont un intérêt. Bien souvent, c'est dans les valeurs des entreprises de pouvoir soutenir les travailleurs qui veulent utiliser les nouveaux systèmes de transport à mobilité. Alors, voilà. OK.
Je vais, dans le fond, peaufiner un peu ce que Stéphane il nous a introduit en début de présentation. Dans le fond, Mirabel est dans la couronne de la communauté urbaine de Montréal, dans le fond, la CMM. Donc, on a les avantages d'être dans la périphérie de Montréal, donc en étant un lieu rural. Ça l'amène des avantages en termes d'accessibilité à toutes sortes de transports et à des voies d'accès, autant à la 15, qui est une artère principale qui traverse le territoire, que par une gare, comme Stéphane parlait précédemment, la gare de Mirabel, mais aussi ce positionnement-là, on a accès, vu que le territoire est aussi grand que l'île de Montréal, ça nous permet d'avoir un accès aussi pour les régions plus à l'ouest, à la gare de Deux-Montagnes. Il y a la gare de Blainville. Donc, on a des accès, on est très bien placé géographiquement. Donc, vu qu'on est aussi en base des Laurentides, ça nous permet d'avoir une visibilité puis d'avoir un accès à un bassin touristique. Fait que on a vraiment une amalgame de différents modes d'utilisation, autant travailleurs que touristiques. Puis cette réalité-là fait qu'on est entouré de 4 MRC. Donc, il faut absolument trouver une façon, une vision commune pour permettre ce genre de travail, dans le fond, d'exercice pour que ça puisse périmer, pour qu'on puisse, dans le fond, avoir un accès à la ville de Laval, dans le fond, avoir à la MRC de Thérèse de Bainville ou Saint-Jérôme, dans le fond, parce que sinon, on est enclavé dans notre monde, puis c'est pas ça qu'on veut en termes de mobilité. Donc, il faut vraiment avoir une vision de développement commune sur des lignes précises. C'est ça qui fait que le projet va pouvoir être bonifié. C'est ça qu'on est en train de mettre sur pied avec les MRC autour en périphérie, puis dont des grands axes comme des grandes entreprises comme Exo, parce qu'ils traversent notre territoire. Donc, ça, c'est comme vraiment important de ceinturer toute la vision, d'avoir de la mobilité comme commune, mais on peut l'avoir à différents comme niveau, si on veut. Ça peut être par rapport à l'autopartage, à la bicyclette, aux autobus. Mais je pense que pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir une vision de multimode. Si on continue un peu pour tout expliquer un peu la géographie, le rural et le urbain de la ville de Mirabel, si vous voyez, dans le fond, qu'est-ce qui est vert, c'est de l'agricole. On a mis une photo en vol d'oiseau pour vous expliquer un peu comment que les milieux urbains sont enclavés dans du milieu agricole. Ça vous permet de comprendre qu'est-ce que Stéphane expliquait, que les distances sont assez grandes entre chaque noyau, dans le fond, qui ont configuré la ville de Mirabel il y a 50 ans. C'est un peu comme la ville de Laval, si on veut, là, si on regarde un peu. Ceux qui connaissent plus Laval, il y avait Sainte-Rose, il y avait Hauteuil, ça, c'était tous des noyaux villageois qu'à un moment donné, il y a eu un amalgame de tous ces noyaux-là qui a fait la ville de Laval avec pas de centre-ville, mais on a plus ou moins la même problématique à Mirabel, mais on est rendu à un point moins développé urbainement que Laval. Si on regarde un peu plus à l'ouest, dans le fond, le territoire est beaucoup plus agricole et beaucoup plus boisé que par rapport à l'est, qui est plus urbain, plus agricole. Dans le fond, si on veut, plus agricole commercial. Là, je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais c'est une vision de paysage qu'on est enclavé en la périphérie de toutes les montagnes en arrière des Laurentides et toutes les montagnes de Saint-Joseph. Puis ça fait qu'on a des dénivelés à différents niveaux pour pouvoir parcourir notre territoire. Fait que si, dans le fond, c'est un amalgame de citoyens, de travailleurs et de touristes, mais je pense que si on va le voir plus tard, là, comment on s'est enligné pour comme notre vision par rapport au VAE, dans le fond, au vélo à assistance électrique, là, je vais revenir avec les citoyens, puis le travailleur, puis le touriste. Si tu veux changer, la base principale, dans le fond, pour qu'un système de vélo à assistance électrique là, qui soit structurant et avoir des assises importantes, il faut qu'on ait établi toutes des voies cyclables, dans le fond, des pistes cyclables. Parce que Mirabel n'avait pas
de réseau cyclable sur son territoire. Ça, c'est la première phase pour que ça soit viable. Dans le fond, le vélo à assistance électrique. Donc, cette infrastructure-là a été établie. Là, on est à la fin du projet des voies de pistes cyclables qui vont être éventuellement connectées, qui sont connectées ou éventuellement connectées soit au petit train du Nord, à la route verte qui est plus à l'ouest et à l'est. Dans le fond, ça, c'est des axes importants, là, dans le fond, pour les grandes infrastructures cyclables. Pour vous donner une distance de territoire, là, les 2 points rouges, il y a 20 km entre ces 2 points-là. C'est ça, c'était juste pour vous donner une approximation, là, un visuel, parce que des fois, sur des cartes, on ne voit pas la distance. Il y avait aussi... OK, puis il y avait, dans le fond, juste pour faire un rappel, nous autres, on a fait un réseau cyclable, mais on s'est donné 3 thématiques. C'est pour ça que vous avez vu 3 couleurs différentes. Dans le fond, on a 3 trajets, donc une des parcs régionaux, une des campagnards, puis une par rapport à l'aviation qui est la bleue. La verte, c'est celle qui était, dans le fond, les parcs régionaux, et la orange qui est en milieu plus rural, qui est dans le fond la route des campagnards. Fait que ça, c'est notre réseau cyclable. Si, Anissa... Véronique, ouais. On peut juste bien clarifier, là, si on revient à l'autre, Anissa, juste l'autre d'avant. Où est-ce qu'il y a la carte, là? Oui, c'est ça. Donc, on voit bien au centre, c'est indiqué là, Aérocité internationale de Mirabel. Il y a comme un V, là, ça, c'est vraiment comme l'aéroport pour ceux qui connaissent moins Mirabel. Là. Donc, on voit que les secteurs, on voit les 2 points rouges dans le bas, mais partout dans le haut, on voit, mettons, à droite, Saint-Janvier, l'autoroute 15. En haut, on voit que c'est indiqué Saint-Canute. Ça, c'est la route bleue que Véronique expliquait. Puis à gauche, qui est plus comme vers l'ouest, on voit un secteur Saint-Scolastique, Saint-Armas un petit peu plus bas, puis Saint-Benoît. Fait que c'est tous des secteurs, des pôles de citoyens qu'on doit desservir avec le temps. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on y aille par phase. Et puis, pour vous donner un peu le défi du 480 km qu'on voyait tout à l'heure, là, alors c'est gigantesque comme territoire. C'est une gestion ville, mais avec un regard MRC. Ce qui fait que notre travail qu'on est après à faire, puis qu'on vous présente aujourd'hui, il est applicable, oui, on a des pôles urbanisés, comme si on prend à droite complètement, vous voyez le point rouge, domaine vers nord, ce secteur-là, puis un petit peu plus haut, Saint-Janvier, la gare de train passe près de là. Donc là, on va avoir un pôle urbanisé beaucoup plus concentré. Mais par contre, il faut desservir l'ensemble des villages qui sont autour de l'aéroport. Donc, on va avoir à travailler sur plusieurs années avec par phase pour pouvoir desservir l'ensemble de la population. Mais pour rajouter, là, dans le fond, entre chaque secteur, il y a plus ou moins 15 minutes de voiture. Là. Dans le fond, si vous regardez Saint-Benoît, Saint-Hermas, il y a plus ou moins 15 minutes de voiture. C'est ça. Entre chaque, il y a comme, on a 10 anciens noyaux villageois. Là, on a une douzaine de noyaux villageois, dans le fond, qu'il faut réussir à réunir parmi ça là, qui crée la ville de Mirabel. Là. OK. Dans le fond, fait que là, si je reviens, tantôt, je vous parlais des montagnes. Ça, c'est une photo en contre-plongée par rapport à ça. C'est quand on regarde vers le sud, on a comme les Montérégie avec ce qui est Saint-Joseph, Oka. Dans le fond, ce dénivelé-là, ça arrive assez régulièrement sur le territoire de Mirabel. En plus de tout, dans le fond, le peu de distance fait qu'il y a beaucoup d'élévation. Fait qu'en peu de distance, on retrouve ça sur l'ensemble du territoire. Puis il y a aussi, il faut prendre en considération ce qui est vent. Nous autres, on a un territoire ouest-est à l'ouest, donc le vent, il vient de l'ouest. Donc, il faut prendre en considération le vent dominant, là, parce que notre territoire est plus sur l'axe longitude là, que latitude. Donc, ça, c'est super important par rapport à ce qui va être l'effort physique et le terme de demande en batterie. Fait que là, il y a ça, dans le fond, l'élévation. Fait que de l'autre côté, dans le fond, nous avons... fait que c'est ça. Fait que tu peux switcher, tu peux changer, Anissa. Mais je peux juste rajouter peut-être ce qui est pertinent entre Mirabel et Montérégie. Tu sais, ça se ressemble un peu au niveau de la topographie. Puis je pense que pour ça, c'est pertinent de le noter parce que contrairement, mettons, Laval et Montréal, où tu dois te promener sur une plus longue distance avant de ressentir le dénivelé, un vélo mécanique peut peut-être faire la job. Tandis qu'ici, ce qu'on voit, c'est que dans nos régions, en fait,
en très peu de distance, tu ressens un très haut dénivelé. Fait, dans le fond, ça explique un peu la pertinence vraiment du vélo électrique qui est vraiment important dans notre projet et autant en Montérégie, là, selon moi. Ah, ben là, c'est à mon tour. Donc, moi, je vais parler un petit peu plus de la démarche qui suit. En fait, 2 secondes. Je trouve ça étrange qu'on n'ait pas parlé du projet pilote encore. Non, t'es rendu là. Oui, c'est dans le... OK, excuse-moi. Oui. Non, comme la prochaine. Je pensais qu'il y avait comme une erreur dans le PowerPoint. OK, donc moi, je vais parler un petit peu plus en détail de vraiment la démarche après toutes ces réflexions-là. Donc, on va commencer par l'étude préparatoire qui a été faite en collaboration avec le CRI des Laurentides. Donc, c'est vraiment une étude sur les 4 MRC, nos partenaires, dans le fond. Après ça, on va plonger dans le projet pilote à Mirabel. On va regarder rapidement un peu toute la recherche et développement qui a été faite sur un étalement d'au moins 4 mois. Et on va parler finalement du déploiement à Mirabel, donc notre plan d'action. Donc, l'étude préparatoire, donc c'est sûr que c'est un gros document, c'est comme 40 pages, donc on va vous le résumer rapidement en 3 petites catégories, juste pour un peu mettre en lumière ce qui est important d'étudier pour justement arriver à ses fins et avoir un réseau qui est fonctionnel et viable, comme Véronique disait. Donc, premièrement, au niveau du territoire, donc on a vraiment regardé, là encore une fois, c'est sur les 4 MRC, donc c'est vraiment un gros travail qui a été fait avec le CRI des Laurentides. Donc, au niveau de l'analyse du territoire, on a regardé beaucoup le contexte géographique parce que c'est sûr que les facteurs de succès d'une région à l'autre vont varier. Fait qu'il fallait vraiment qu'on étudie le contexte pour adapter le déploiement à notre région. On a regardé aussi tout ce qui est densité, occupation du sol, infrastructure, des transports collectifs et transports actifs pour vraiment pouvoir cibler les emplacements potentiels des stations. Donc, c'est sûr que là où il y a plus de densité, il y a plus de stations, dépendamment des occupations du sol aussi, les infrastructures majeures, il faut vraiment les repérer, les cibler pour vraiment offrir des nouveaux modes de transport reliés à ça. On a étudié aussi les réseaux cyclables, bien sûr, parce que les réseaux cyclables existants vont beaucoup servir de colonne vertébrale. Donc, c'est connu qu'en fait, un sentiment d'insécurité de la part des usagers, des cyclistes, en fait, est un frein à l'utilisation du vélo. Donc, c'est important comme nous, dans le fond, on a parlé de cyclobranchés tantôt, là, les réseaux cyclables. Donc, c'est important d'avoir un réseau cyclable qui est balisé, sécuritaire pour encourager vraiment les cyclistes à l'utiliser. Donc, ça, c'est important aussi. Bien sûr, on a regardé tout ce qui est statistiques de déplacement, origine-destination, pour bien comprendre les habitudes des gens et cerner les besoins. Dans un deuxième temps, si on regarde au niveau plus de la population, il y a eu un sondage sur l'intérêt du vélo en libre-service et aussi les conditions pour l'utiliser. Donc, c'est pas aussi simple de dire « oui, moi, ça m'intéresse », c'est plutôt de dire dans quel cas est-ce que ça les intéresse, c'est quoi qu'il faut faire pour que les gens vraiment l'utilisent. Donc, à Mirabel, c'était 19 % des répondants qui étaient en faveur du service, à condition que, d'avoir la possibilité de laisser le vélo à un endroit autre que le point de départ. Donc, bien sûr, si je pars de chez moi puis je vais aller au travail, il faut que je puisse le laisser au travail. Donc, il fallait penser à ça au niveau de où est-ce qu'on met les stations. Dans un deuxième temps, il fallait avoir accès à des vélos à assistance électrique. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt au niveau de la topographie. Les gens savent qu'un vélo mécanique, des fois, ça ne fournit pas. Donc, eux, ils voulaient absolument avoir accès à des vélos électriques. Ils voulaient pouvoir payer par déplacement et non uniquement par abonnement. Et puis, dernièrement, avoir accès à un vélo dans leur quartier. Donc, de ne pas juste déployer, mettons, les commerces, mais vraiment avoir des vélos près des résidents, près des quartiers. Et dernièrement, au niveau des infrastructures, donc, on a étudié bien sûr toutes les composantes d'un réseau. C'était nouveau pour nous. Donc, on a vraiment tout regardé en détail, là, tous les types de bornes, les ancrages, les vélos. Donc, ça, c'est vraiment en termes d'équipement. Et on a regardé aussi tout ce qui est infrastructure informatique qui est nécessaire à la gestion du réseau. Donc, il y a l'application pour les utilisateurs. Puis, il y a les logiciels de gestion pour l'opérateur. On a aussi regardé tout ce qui est coûts. Donc, il y a vraiment beaucoup de coûts. Au début, on pense peut-être que c'est juste l'équipement, mais il y a aussi tous les frais d'installation, les frais de gestion, l'infrastructure informatique aussi est dispendieuse. Il faut l'acheter, il faut aussi faire des mises à jour. Donc, il y a plusieurs frais cachés là. Puis, dernièrement, des différents types de déploiements qui sont intéressants. Donc, comment déployer son réseau de vélos, où mettre les stations. Donc, il y a plusieurs types de déploiements. On peut s'ancrer alentour des équipements de transport collectif. Comme on parlait tantôt, par exemple, nous, on a une gare. Donc, c'est sûr qu'autour de la gare,
il y a un secteur très dense, donc on va mettre plus de stations. Véronique va en parler davantage tantôt. On peut aussi développer le long des axes de déplacement stratégiques et on peut déployer aussi à des endroits générateurs de déplacement importants. On peut penser par exemple à des pôles industriels ou des commerces. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Stéphane pour le projet pilote. Oui, alors le projet pilote, ça a été vraiment très inspirant. On a commencé, suite à notre réflexion puis l'implantation du réseau cyclobranché. Donc là, on s'est lancé dans un projet pilote entre les deux secteurs. On l'a vu tout à l'heure avec Véronique, on voyait l'aéroport, là, je suis intervenu aussi, il y avait 2 points rouges là, à 20 km. Donc, nous, on a la chance d'avoir 2 parcs régionaux sur notre territoire. Alors, dans le projet pilote, on voulait tester une technologie avec de la clientèle qui était facile, disons, à sensibiliser et à contrôler pour les utilisateurs des vélos. Alors, à partir des 2 parcs régionaux, avec cette distance-là de 20 km, on utilisait les pavillons d'accueil des deux parcs là, pour pouvoir contrôler les allées et venues et donner les accès aux vélos. Alors, le projet pilote, ça a été ça. Donc, on voulait vraiment tester la technologie. Alors, à l'époque, on a parlé tout à l'heure, c'était avec Bewegun. On voulait voir les limites de la technologie au niveau du transport. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on regarde quand on fait ce type de transport-là, quand on offre ça. C'est la limite de la technologie. On va le voir sur la prochaine étape, mais pour le moment, on voit tous les partenaires qui se sont associés. Oups, attends un petit peu, reviens, Nissa. Ouais, on voit tous les partenaires à gauche, là, donc qui se sont associés avec nous là, pour ce projet-là. Donc, on voit les MRC, la MRC de Montagne, on avait MRC Thérèse de Blainville et d'Argenteuil et de Mirabel. Donc, 4 MRC qui ont travaillé ensemble pour le projet pilote, dans lequel on avait 2 volets. Donc, on a engagé des spécialistes pour faire un plan d'implantation des réseaux à vélo électrique dans chacune des MRC et puis dans plusieurs de ces villes-là. Donc, le projet pilote est bientôt terminé. Donc, il y a comme une analyse et puis nous, ce que vous allez voir tout à l'heure, là, ça découle de cette analyse-là. Donc, il y a les points stratégiques de service qu'on doit implanter, etc. Donc, on a un exercice commun qui se fait et en même temps, on faisait, nous, l'analyse de la technologie avec les données. Donc, ça a été un projet qu'on a fait dans le cadre du phare, on le voit là sur l'acétate, donc du phare du gouvernement du Québec, avec un programme d'aide financière. Et donc, on voit avec Bewegun et on a testé évidemment les ancrages, voir comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait bien, s'il y avait des limites. Et comme le disait Anissa tout à l'heure, tout ce qui est infrastructure informatique à ne pas négliger, c'est quand même toute une aventure. Il faut s'assurer de l'accessibilité, des contrôles, des rapports, parce que les vélos sont géoréférencés en temps réel. Donc, les vélos, dès qu'ils sont décrochés, ils deviennent actifs sur l'écran et on peut visualiser comme un système aéroportuaire voit les avions circuler sur le territoire. C'est la même chose. On voit les vélos circuler à distance, donc à partir de la centrale. Et on peut même contrôler des paramètres qui sont utilisés par l'utilisateur en temps réel. Comme exemple, un vélo qui est activé par donc électricité, on est en mode électrique, on peut à distance désactiver le système électrique. On peut aussi donner des zones géoréférencées, c'est-à-dire que le vélo, dès qu'il sort d'une certaine zone, comme nous, on avait établi un corridor entre les 2 parcs, dès qu'un vélo sortait du corridor identifié, la fonction électrique se désactivait automatiquement. Alors ça, c'est des choses qu'on avait choisies. C'était très intéressant. Donc, le vélo, quand il est plus actif électriquement parlant, bien, il devient plus lourd et beaucoup moins intéressant à utiliser. Donc, on a bien vu ça. Là, les gens revenaient dans le corridor et puis là, ça se réactivait. On peut même afficher des messages sur l'écran. Donc, c'est intéressant. On a pu comme tester tout ça. Donc, le temps de recharge, etc. On peut passer à l'autre étape, Vanessa. Donc, le projet pilote, on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on voit les 2 points rouges. Donc, ça, c'est les 2 parcs, donc à l'aide du corridor vert. Donc, on a fait ce test-là du 1er septembre au 7 novembre 2021. Et on avait des stations. Donc, on avait 6 vélos dans chacun des parcs avec 8 bornes dans chacun des parcs, des bornes de recharge. Et donc, c'était bien intéressant. Ça nous a permis vraiment de tester
vraiment la capacité de la batterie, parce que c'est quand on est dans des paramètres de rural, comme ce on doit faire actuellement, on doit développer dans le secteur rural. Comme je vous disais, on n'a pas trouvé beaucoup de comparables, fait qu'il faut vraiment y aller à essai-erreur. Et là, dans le fond, il faut considérer, Véronique en parlait tout à l'heure, l'effet des vents dominants. Donc, nous, dans notre secteur, on a des vents dominants qui proviennent de l'ouest. Alors, c'est sûr que dans les corridors est-ouest, ben, il faut quand même calculer ça parce qu'on veut que notre utilisateur puisse retourner, évidemment, à destination avec sa fonction électrique. Parce que c'est certain que quand on perd la fonction électrique, là, ça devient extrêmement une aventure qui n'est vraiment pas agréable pour l'utilisateur. Donc, il faut calculer dans tout ça ce qui affecte la batterie. Il y a beaucoup de choses qui affectent la batterie. Puis c'est vraiment un gros défi qu'on doit relever, là, nous, là, on va vous reparler un petit peu plus tard là, du projet dans lequel on est, là, suite à ce projet pilote-là. Mais on s'est vraiment rendu compte qu'on a une grosse énergie à mettre là sur l'interface, l'accessibilité à l'énergie. On peut le résumer un peu comme ça, l'accessibilité à l'énergie. Parce que la batterie est affectée par le mercure, donc chaud-froid. Alors, s'il fait 4 degrés ou s'il en fait 24, évidemment que la batterie, on le connaît avec les voitures, c'est la même chose. C'est un peu la même dynamique que les voitures. Les vents dominants, on en a parlé. Le poids à transporter, donc un jeune enfant sur le vélo ou une personne qui a plus de poids, donc ça fait une différence, évidemment. L'âge de la batterie, ça, c'est important. Donc, l'âge de la batterie affecte sa capacité, son niveau de recharge, évidemment, et aussi la surface de roulement. Donc, si on est sur l'asphalte, tout fraîche fait, c'est certain qu'il y a très peu de restrictions. Si on a des secteurs en gravier, des remontées, etc. Donc, plusieurs facteurs à considérer. Donc, on a pu tester ça à travers le projet pilote. Et on voit, bon, après la gestion de la location au bureau d'accueil, donc toute la gestion administrative, l'utilisation des vélos. Donc, ça nous a permis vraiment de tester ça pendant cette période-là. Puis, on voit aussi la sécurité, avis de non-responsabilité et prêt de casque, tous les petits détails techniques pour l'utilisation du vélo. Je rajouterais, Stéphane, aussi, là, oui. Les points qu'on a, dans le fond, les 2 parcs qu'on a ciblés, c'est pour cibler qu'il y en a un qui était vraiment dans le milieu rural, puis l'autre, le urbain. Mais c'est aussi pour, dans le fond, analyser, parce que dans le fond, les 4 MRC autour de nous, ils n'ont pas les mêmes, ça ne sera pas le même but pour le vélo électrique. Fait que dans le fond, on a des MRC qui sont plus rurales aussi, puis il y a des MRC plus urbaines. Fait qu'en même temps, nous, ça nous donnait des outils puis des données pour éventuellement déployer en termes de territoire. Fait que je voulais juste rajouter ça. Puis là, ben, dans le fond, ça, c'est des données qu'on a eues par rapport dans le fond, au parc du Domaine Vert, au parc du Bois de la Belle-Rivière. Le parc du Domaine Vert, c'est plus à l'est, c'est dans un milieu plus urbain. C'est celui qui est proche de l'autoroute 15, là, qui est enclavé avec le Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Mirabel, donc plus près de Saint-Giron. Parce que le parc du Bois de la Belle-Rivière, c'est vraiment en milieu très rural. La seule route très passante, c'est la 148 Arthur Sauvé. On a relevé que c'était vraiment des données différentes dans le parc du Domaine Vert puis au parc du Bois de la Belle-Rivière. On s'est aperçu que, première conclusion, que dans le fond du parc du Domaine Vert, qui est un parc régional, dans le fond, comme je vous disais, dans un milieu urbain, donc plus accessible, qui est connecté déjà avec plusieurs pistes cyclables existantes en périphérie avec d'autres MRC. On a l'autoroute 15, puis c'est aussi une amalgame de différentes utilisations, tant résidentielles, commerciales, industrielles. Donc, ça permettait plus de connectivité avec le réseau autour, donc il y avait plus de sorties pendant la semaine. Attendez, je ne veux pas me mêler. Là. Oui, c'est ça, il y avait plus de sorties pendant la semaine. Tandis que, ce qui était 5 fois plus élevé que dans le fond au parc de la Bois-Belle-Rivière, même si ça sortait aussi la semaine, mais on voyait que ce n'était pas la même utilité là, à la base. C'était plus court, dans le fond, au Bois de la Belle-Rivière parce qu'il pouvait moins se connecter. Il y avait moins de connexion dans la périphérie du parc, tandis que
le parc du domaine Vert-Nord, il y avait moins de sorties, mais les temps étaient plus longs. Ouais, là, je te fais chevaucher, là, Anissa, désolée. Je te fais promener en deux. Je t'ai mélangé, je savais plus sur quel tu me diras si tu veux que je change. Dans ma tête, ça allait mieux parler d'un parc puis l'autre. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut obtenir. Là. Dans le fond, c'est une fréquence plus courte puis plus fréquente quand c'est en milieu rural. Puis, dans le fond, dans un milieu urbain, il y a peut-être moins de sorties, mais les distances sont plus longues puis moins fréquentes. Fait que je ne sais pas si Anissa, tu voulais rajouter quelque chose, là, mais je pense que c'était pas mal. C'était ça qu'on est arrivé dans le fond, les conclusions là, par rapport au projet pilote. Là. On peut vous laisser, de toute façon, vous allez avoir accès à cette présentation-là. Là. On trouvait que ça faisait beaucoup de chiffres, là, mais vous allez avoir accès à ces chiffres-là, dans le fond, avec le document PowerPoint là, comme information là, après la conférence. Donc, en fait, après la recherche des 4 MRC, l'étude préparatoire dont je parlais tantôt et le projet pilote, on est rentré vraiment dans le volet recherche et développement plus intense, mettons. Donc, ça, c'était une bonne période de 4-5 mois où on a fait plusieurs choses. Donc, il y a eu plusieurs méthodes de recherche. Il y a eu la lecture de mémoire, de littérature, il y a eu des analyses de rapports, des analyses de données statistiques. On a eu beaucoup d'échanges avec des gens dans le domaine, donc soit des discussions ouvertes avec des gens qui ont eu de l'expérience, soit qui ont essayé les vélos assistance électrique, soit des municipalités qui ont opéré un système de vélo électrique. On a aussi parlé à des citoyens, donc on est allé sur le terrain puis on a parlé à certaines personnes. Et bien sûr, le travail d'équipe, donc chacun ses forces et ses connaissances qui a amené à la table. Donc, on va faire un petit résumé de cette grande recherche, juste pour mettre encore en lumière ce qui est pertinent pour vous, selon nous. Donc, on va commencer avec le plus simple, mais le plus essentiel. Donc, vraiment, le vélo, il y a certaines caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Stéphane en a parlé un peu, mais je vais résumer assez rapidement. Premièrement, on a appris qu'au niveau de l'entretien régulier, c'est sûr que frein, chaîne, c'est quelque chose de super important. Nous, on ne savait pas ça nécessairement. On nous a dit qu'il fallait le faire presque à chaque semaine. Il y a aussi des vis qui peuvent se lousser au niveau des roues. Donc, pensez à faire l'entretien régulier. Donc, pour ça, on a parlé aussi un petit peu d'autonomie de la batterie. Donc, c'est sûr que ça dépend du fournisseur, mais ça peut varier en 70 et 100 km. Puis encore une fois, comme Stéphane a dit, ça dépend énormément du poids et de la température. Donc, on peut dire que ça, mettons, l'autonomie est 60 km, mais quand il fait froid en automne, ça peut être juste 30-40. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment comme un travail ici à faire au niveau d'alternatives pour des régions comme les nôtres, plus en milieu rural où les distances sont longues. Donc, il faut penser peut-être à une batterie qui va être permittable. Donc, on va pouvoir changer sur le chemin, penser à mettre des stations de manière stratégique à chaque nombre de kilomètres qu'on pense que la batterie va durer. Tu sais, si l'autonomie est 60, peut-être mettre une station à chaque 40 km. Tu sais, c'est des choses vraiment à réfléchir parce que l'autonomie n'est pas de temps. Il faut faire attention, il faut y penser. Au niveau du tableau de bord digital, on a remarqué que Bixi, par exemple, n'est pas encore digital, mais ça s'en vient. C'est quelque chose qu'on a trouvé super intéressant parce que ça montre vraiment le niveau de batterie qui reste et la quantité de kilomètres qui reste. Donc, c'est super précis, contrairement à avant. Des fois, il y a des vélos que c'est juste des petites barres ou il y en a qu'il n'y en a pas du tout. Fait que ça, on trouve ça important, encore une fois, pour nos milieux à nous parce que si on est pour faire des longues distances, on ne veut pas se ramasser à mi-chemin et puis la batterie est morte. On veut savoir combien de temps ou de kilomètres qui restent. Selon la SAC, les normes de la SAC, il y a une vitesse maximum de 32 km. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est bon à savoir. Si vous voulez acheter des vélos, c'est juste s'assurer que ça respecte les normes. Il y a moteur pédalier versus moteur roue qu'on a appris puis qui est super intéressant. En fait, le moteur pédalier, c'est vraiment une assistance électrique basée sur la pression qui est mise sur le pédalier. Donc, c'est vraiment dès que tu mets de la pression, ça part. Fait qu'il faut juste faire attention sur le plan sécuritaire. Ou le moteur roue, que c'est vraiment à force de mettre de l'effort physique et de rouler que l'assistance embarque progressivement. Un dernier petit point, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité, une conduite intuitive et une assistance électrique progressive limite les risques d'accident. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on a trouvées super importantes. Après ça, sur le plan... Anissa, oui. Anissa, tu peux-tu revenir à l'autre d'avant, s'il te plaît? Oui. Voilà.
Juste pour mentionner que la photo du vélo qu'on a là, ce ne serait pas un vélo qui serait recommandé pour le service grand public, exemple. Nissan l'a mis là pour vous expliquer. Mais là, on parle plus d'un vélo. Le modèle qu'on voit là, c'est un vélo qui est à utilisation privée, là, parce que on voit, donc, il y a beaucoup de manettes. Il y a les changements de vitesse avec dérailleur à l'arrière, donc avec une chaîne, donc possibilité que ça débarque, tout ça. Les vélos vraiment qui sont offerts là, pour le grand public, c'est beaucoup plus simplifié qu'un vélo comme celui-là, parce que justement, ça demande un certain savoir-faire au niveau de l'utilisation. Puis plus il y a des petits éléments mécaniques comme ça qui sont exposés, plus il y a des problématiques d'entretien puis de service à la clientèle aux utilisateurs du vélo. Alors, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs actuellement. Comme si on regarde le Baywagon, tout était vraiment inclus au niveau du vélo qui est fabriqué aussi par PBSC, là, qui est le vélo qui est fabriqué ici à Longueuil, qui est en gros utilisé par Bixi. Bien, ce vélo-là aussi, lui, il a 3 vitesses, mais c'est toute la mécanique interne. Fait qu'il n'y a rien d'exposé, c'est simplifié. Il faut vraiment que ça soit simplifié. Comme le vélo qu'on voit là, il y a des câbles qui dépassent tout ça. C'est le moins possible quand on est à l'utilisation grand public. Juste un petit commentaire, je vais rajouter, Anissa. Merci. Donc, au niveau de l'équipement, donc c'est sûr qu'au niveau de l'infrastructure générale, chaque station a une borne, des ancrages, des vélos. C'est sûr que là, tout varie selon les fournisseurs. Comme Stéphane a dit, les 2 fournisseurs principaux sont PBSC et Baywagon. Ils ont chacun leurs produits avec chacun leurs particularités. On n'ira pas trop là-dedans. Ça se ressemble beaucoup quand même, par contre, mais des gens partant peuvent dire qu'au niveau des bornes, il y a souvent différentes bornes selon les besoins. Donc, on peut avoir simplement une borne de paiement, mais on peut aussi avoir des bornes. Si vous sentez qu'à une station, c'est pas nécessaire d'avoir du paiement, ben ça peut être juste une borne qui appelle une borne slim, peut-être, comme ici à droite, on le voit, c'est une borne qui a juste de l'affichage. On peut avoir une borne aussi pangolin qui appelle des fois. C'est comme une borne juste qui fournit l'électricité, si je ne me trompe pas, parce qu'en effet, les ancrages sont électrifiés. Dans certains cas, on peut avoir un panneau solaire, comme vous voyez ici, mais le panneau solaire va seulement alimenter la borne de paiement et non les ancrages. Donc, il faut absolument un branchement électrique. Il y a des tests qui sont en train d'être faits pour avoir des stations 100% électrifiées, mais à notre connaissance, ce n'est pas encore complètement fait. Mais ça s'en vient éventuellement, on espère. Donc, si jamais ce n'est pas possible d'électrifier une station, ben là, il faut chercher des alternatives. Comme j'ai dit tantôt, peut-être une permutation de batterie ou avoir quelqu'un sur le terrain qui change les vélos plus fréquemment. Ça va être à voir. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc, il y a aussi le système informatique, comme je parlais tantôt. Donc, selon nos recherches, vraiment, un logiciel pour opérateurs de base, c'est simplement le plus convivial et le plus intuitif possible. Donc, c'est un système qui permet de localiser les vélos, d'accéder aux données, de faire un suivi des bris aussi. Donc, chaque vélo a comme sa section qu'on peut cliquer puis voir comme il y en est, c'est quoi le statut de ce vélo-là, il est-tu brisé, il est-tu en utilisation, etc. Puis aussi, ben, l'application, comme je disais tantôt, l'application, c'est sûr que la plus minimaliste, le mieux. Donc, ça permet aux utilisateurs de vraiment faire ses paiements, d'avoir accès à un service à la clientèle, de déverrouiller un vélo, de voir la quantité de vélos et d'ancrage accessible à chaque station. Donc, c'est super important. Nous, on recommande de les essayer. Pour en avoir essayé quelques-uns, ça peut être complexe, surtout les systèmes de gestion pour opérateurs. Il faut bien analyser, il faut bien le comprendre. Puis dernièrement, il y a certaines caractéristiques qui vaut la peine d'être explorées, qu'on n'a pas encore tant creusées, mais on vous les donne comme ça. Il y a des cadenas intégrés dans les vélos, donc ça peut être pertinent selon moi, si on veut que les utilisateurs peuvent arrêter devant un commerce, aller faire leurs courses puis revenir peut-être. Station virtuelle, fonction qui bloque un vélo avant que la batterie, avec une batterie trop faible. Donc, s'il reste juste 10% de batterie, ça ne vaut peut-être pas la peine qu'un utilisateur puisse le retirer, donc de pouvoir le bloquer. Il y a aussi, comme Stéphane a mentionné au début de la présentation, la possibilité de programmer une vitesse ou une zone précise, ou comme je dis, une vitesse limite dans une zone, par exemple, une zone scolaire. On ne veut pas qu'il roule plus que, je ne sais pas, mettons 10 km, mais on peut régler ça. Donc, ça, c'est toutes des caractéristiques à explorer qu'on n'a pas encore vraiment creusées, mais c'est intéressant. Mais Anissa, tu peux-tu juste expliquer le concept de station virtuelle parce que ce n'est pas nécessairement intuitif pour tout le monde?
Oui, ça, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, on vient délimiter une zone géoréférencée où ce que les gens peuvent simplement laisser leur vélo. Mais là, après ça nécessite du côté de l'opérateur un peu plus de travail parce que là, il doit aller chercher les vélos, les amener à une station pour les charger. Parce que quand les gens les laissent dans cette zone géoréférencée-là, ben, ils sont bien évidemment pas chargés. Mais ça peut être pertinent dans certains cas où ce qu'on ne veut pas nécessairement investir l'argent pour une infrastructure, ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc, voilà, c'est-tu clair? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est quand le vélo est dans cette zone-là, qui est géoréférencée, exemple, dans une zone d'un parc ou devant, je ne sais pas, un centre d'achat, dès que le vélo rentre dans cette zone-là, le GPS reconnaît et désactive la fonction de la tarification. Fait que là, le vélo, s'il est barré dans une barrure là sans nécessairement être rechargé, bien là, la tarification est arrêtée. Alors là, on va magasiner le temps qu'on veut, puis après ça, on revient, on reprend notre vélo. Dès qu'on sort de la zone, la tarification réembarque. C'est ça. Voilà. OK, on va plonger plus dans vraiment le réseau de vélo et la gestion du système de vélo partage. Donc, nous, on l'a comme compris en deux volets. Premièrement, il y avait le volet opération, donc tout ce qui est logistique, service client, administration, finance, communication, promotion. Donc, il y a plein de choses à quoi on ne pense pas tout de suite. Promotion, par exemple, on peut penser juste à l'affichage sur les vélos, donc c'est à prévoir, l'affichage sur les bornes, etc. Et le côté plus tout ce qui est technique, nous on appelle ça travail terrain, donc vraiment le transport des vélos, la maintenance des vélos, la réparation, l'hivernisation, l'entreposage, donc tout ce qui est plus physique là, sur le terrain. Puis en fait, c'est sûr que si on passe à la prochaine, le modèle de Bixi, de l'organisme Bixi Montréal, c'est vraiment un service clé en main. Donc l'organisme Bixi, eux, ils vont faire l'approvisionnement de vélos. Donc, ça, c'est des vélos PBSC. Donc, eux, ils sont en partenariat avec eux, dans le fond. Ils font l'opération des vélos. Donc, tout le travail terrain que je viens de mentionner. Fait que eux, c'est vraiment un tout en un. On pourrait passer dans le Québec. Puis, ce qui est pertinent, je ne sais pas, Véronique n'est plus là. Non, je peux y aller. Dans le fond, ce qui est pertinent à Québec... Ah, tu m'as entendu? Je sais que Véronique connaît bien le modèle de Québec parce qu'en fait, on a parlé à Québec et on a vu qu'eux, c'est super intéressant parce qu'eux, ils ont fait un appel d'offres en 2 temps. Donc, ils ont fait un appel d'offres pour l'approvisionnement puis ils ont fait un appel d'offres pour le service terrain, donc pour l'opérateur. Fait que ce que ça a fait, c'est comme pour nous un modèle innovant de la gestion. À la place d'avoir Bixi qui gère tout, on a comme deux personnes dans le portrait, 2 appels d'offres. Fait qu'ils ont fait un appel d'offres pour l'approvisionnement, puis c'est PBSC qui a gagné. Donc, ils ont des vélos PBSC, que les gens connaissent sous le nom de Bixi, mais en vérité, c'est des vélos PBSC. Puis après ça, ils ont fait un appel d'offres pour l'opérateur. Puis là, c'est un organisme local qui a gagné, parce qu'il était moins cher, bien évidemment, que Bixi. Donc, Bixi a soumissionné, mais c'était trop cher en termes d'opération. Ce qui a donné naissance un peu à une nouvelle structure que nous, c'était la première fois qu'on voyait ça, puis on trouvait ça super intéressant. D'ailleurs, on s'en a inspiré pour notre propre modèle qu'on va présenter plus tard. Donc, il y a la Ville de Québec qui est devenue comme vraiment un collaborateur pour tout ce qui est études, implantation du système. Après ça, on a le réseau de transport de la capitale, donc la RTC, qui était, eux, propriétaires des vélos. Capital Mobilité, qui est comme un organisme qui dérive de la RTC, un peu comme nous, dans le fond. On a un organisme à part. Donc, Capital Mobilité, c'est l'opérateur commandité. Donc, c'est vraiment lui qui fait le travail terrain. Donc, la RTC, eux, va comme guider, va être comme l'opérateur, va être celui au bureau qui va avoir accès au système de gestion. Et Capital Mobilité est plus l'opérateur. Véro, je pense que je vais te laisser compléter parce que je pense que tu vas mieux l'expliquer. Je pensais que c'était plus loin. Je pensais qu'on avait le graphique plus loin. Là. Au pire, je compléterai sur le graphique plus loin qui est Oui, bien plus loin, c'est vraiment notre modèle qu'on va pouvoir expliquer qui dérive vraiment de ça. Fait que oui, on va en reparler tantôt. Mais c'est ça ici, c'était juste de dire que c'est vraiment Québec qui nous a inspirés à développer ce nouveau modèle-là qu'on n'avait pas vu ailleurs. Parce qu'eux, c'est ça, ils ont vraiment un expert local qui est mandaté pour le travail terrain. Fait que, comme je disais tantôt, là, je me suis mélangée un peu. Capital Mobilité, c'est vraiment l'opérateur, tandis que l'expert local va faire le travail terrain. Donc, ces deux services-là, en fait, sont combinés chez Bixi Montréal. Mais à Québec, c'est vraiment 2 entités qui font le travail. Puis après ça, tu as BBSC qui est le fournisseur. Je ne sais pas si c'était clair, si Véro, tu veux rajouter. Je ajouterai plus loin là, dans la diapositive qui est après. C'est bon.
Dans le fond, je vous laisse Dans le fond, continuer. vous avez comme un peu un résumé de quoi qu'on s'est inspiré, puis dans le fond, on va revenir juste après, c'est la recherche et le développement, là, comment qu'on va agir là, sur notre territoire. Oui, je ne sais pas si on veut passer, parce que cette page-ci, Stéphane, tu en as parlé un peu tantôt. Est-ce que tu veux qu'on continue? Oui, c'est ça. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais peut-être les gens qui ne sont pas de région, on peut voir un petit peu plus, là, graphiquement parlant, les 4 MRC qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on s'est fait une stratégie dans la région. Donc, on était plusieurs acteurs là, des Laurentides qui étaient assis autour de la table pour voir comment on débute notre travail stratégiquement sur le territoire. Alors, évidemment qu'on était dans le bas, vous voyez donc les chiffres, là, 1, 2, 3, 4, donc les 4 MRC, donc Argenteuil, Mirabel, Thérèse-de-Blainville et Deux-Montagnes. Alors, c'est vraiment là qu'on a débuté ça pour, évidemment, être branché au niveau de l'œuvre globale, dans le fond, que la CMN, dans laquelle la communauté métropolitaine de Montréal est inspirée actuellement pour vraiment s'investir à grand niveau pour les réseaux cyclables dans tout l'ensemble de la métropole, incluant Montréal et toutes les villes périphériques, donc tout le territoire de la CMN. Donc, c'est vraiment ça on s'est collé à ça. Et évidemment, on a analysé les corridors sud, nord et est-ouest. Alors, évidemment que là, il a fallu parler au MRC périphérique. C'est pour ça qu'on voit que le 1 qui était Argenteuil et 3 qui est Thérèse-de-Blainville. Donc, ça, c'est l'axe est-ouest. On a réfléchi aux axes comme ça. Évidemment, on est en réflexion aussi, puis on attend le projet du REM qui devrait, dans les années prochaines, arriver. Le train qui est actuellement en place. Donc, tous ces éléments-là ont été conservés pour notre réflexion initiale là, de la concertation. Donc, quand on a débuté cette aventure-là, là, bientôt 3 ans, mais tous ces éléments-là ont été considérés là, pour être certain qu'on investit au bon moment, au bon endroit, avec les bons partenaires. Moi, je rajouterais juste là, que dans le but du projet aussi, c'est pas de travailler tout seul, c'est d'avoir une vision à grande échelle pour avoir un meilleur potentiel à long terme. Là, puis que les limites administratives des régions, je pense que ça ne devrait pas nous freiner. Fait que, ça, c'est qu'est-ce qu'on. Nous autres, on veut pas que Mirabel soit Mirabel, on veut s'interrelier aux autres là, pour que ça puisse avoir un meilleur potentiel à grande échelle. Là. Mais ça reste un grand défi, hein, Véronique, c'est vraiment... Oui, c'est ça, ça reste un très grand défi, mais c'est dans le sens que c'est la vision qu'on a, puis pour que ça fonctionne, je pense que c'est comme ça qu'il faut s'allier aux autres qui sont autour de nous, parce que si on a notre propre mode de transport dans notre propre région, ça ne marchera pas, là. On est trop interreliés avec les autres. Puis je rajouterais aussi que par rapport à tout ce qui est dans le fond, le territoire de Mirabel, Thérèse-de-Blainville, puis la MRC de Deux-Montagnes, ça a peut-être un volet plus utilitaire, si on veut, par rapport au vélo. Mirabel a peut-être l'autre, avec Argenteuil, a le côté touristique. Fait que Mirabel a vraiment un potentiel utilitaire et touristique. Donc, qui est vraiment dans une dynamique complètement différente. Fait qu'il y a comme 3 MRC qui sont plus du côté utilitaire, ils ont leur vision plus utilitaire. La MRC d'Argenteuil a plus un volet touristique. Donc, c'est aussi un autre défi pour s'arrimer avec les MRC voisines. Fait que si on poursuit, Anissa, je pense que... dans le fond, pour le déploiement à Mirabel, notre vision, c'est un peu ce qu'on a dans la diapo précédente. Et qui, dans le fond, c'est d'avoir un bon mode de transport multimode. On ne peut pas avoir juste un mode vélo. Oui, là, on parle de vélo, mais pour que ça fonctionne sur son entièreté du territoire, il faut s'annexer à d'autres modes de transport. Donc, suite à toutes nos entrevues ou nos précédents, on est arrivé surtout, on s'est inspiré beaucoup de Québec. On a compris que pour l'usage utilitaire, l'usage touristique que je parlais précédemment, il faut l'implanter de 2 façons différentes sur le territoire. On s'est aperçu qu'en misant sur le côté utilitaire du vélo, ça allait amener le côté touristique. Tandis que si on faisait le contraire, on mettait l'accent sur le touristique, ça n'allait pas amener nécessairement le côté utilitaire. Donc, notre stratégie
pour le territoire de Mirabel, c'est dans le fond de s'annexer au mode de transport existant, dont EXO. Donc, vous voyez tous les points bleus, noirs, ça, c'est dans le fond notre point stratégique où il y a la ligne de train Saint-Jérôme-Montréal. Donc, on a décidé de se concentrer dans un milieu urbain du territoire avec plusieurs modes de transport, train. Il y a un système de taxi, un système d'autobus, mais ça, c'était à un petit niveau, mais on s'est dit qu'on allait se concentrer là pour qu'éventuellement, tout ce qui allait, citoyens, on parlait de citoyens, travailleurs, puis touristes, bien, ça allait comme venir se merger à travers ça. On a, dans le fond, toutes les stations, pour donner une idée, là, c'était de miser serré. Plus qu'ils sont proches, dites-vous que le dernier kilomètre, le dernier 300 mètres, c'est critique. Donc, on a décidé de mettre nos stations à 350 mètres, plus ou moins, qui est un 5 minutes de marche. Au maximum 500, mais notre but premier, c'est de mettre 350 entre chaque station. Donc, un point noir est une station. Le premier cercle vaut le 350, le deuxième vaut 500. Donc, c'est de pouvoir avoir une connectivité de ces espaces de marche, là, dans le fond, entre les deux, pour maximiser comme l'utilisation. Parce que si on les met trop distants, les gens vont prendre leur automobile, vu que Mirabel, c'est vraiment un mode automobile, donc ça va être plus facile pour eux de prendre leur automobile que marcher 1 minute de plus pour aller chercher un vélo. Donc ça, c'est un mode, dans le fond, c'est dans un lieu résidentiel, un lieu commercial, limite un peu industriel. Puis tout ça, dites-vous que on est encore dans un milieu, même si on est ultra urbain, on est à 2 minutes d'un champ agricole. Là. Donc, c'était pour miser notre première année, dans le fond, d'implantation de stations dans ce lieu-là. Et après, on est allé pour permettre aussi l'évaluation en milieu plus rural. On a opté pour, dans le fond, le lieu en plein milieu de votre carte, là, qui est Saint-Augustin, mais c'est un peu la même stratégie, dans le fond, avec ces distances-là. Parce que nous, on veut tester vraiment, pour que les gens puissent adhérer à notre système de vélo, il faut que le vélo soit accessible le plus possible. Si on a 1 minute de trop de marche, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, on a fait milieu urbain où on a mis nos stations stratégiques. Puis là, on a pris un noyau villageois qui est plus en milieu rural. On a aussi un mélange de stations mobiles et fixes. Puis, pour donner une idée, pour voir un ratio d'ancrage. Une station d'ancrage, ça veut dire que, il faut prévoir dans le fond, c'est le stationnement de notre vélo dans excusez l'anglicisme, un rack à bicycle, mais c'est dans le fond qu'il faut que ça soit à 2 ancrages par vélo. Fait que pour pouvoir avoir une utilité, après, il y a un autre mode de gestion, dans le fond, de la flotte pour pouvoir maximiser ça, pour que les vélos soient toujours accessibles. Éventuellement, là, plus loin dans la présentation, on va s'expliquer un peu comment que nous, on a vu le déploiement de nos ancrages sur le territoire là, en termes de quantité puis de roulement par rapport à la flotte. Véronique, ouais. Ici, sur la carte qu'on a là, tu as différentes couleurs de points. Là. Fait que les points noirs. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on a différentes phases. On est dans le fond, on est rendu dans la première phase. Là, je me souviens plus d'Anissa, c'est quoi dans le fond les premiers? Là, je pense que c'est les bleus. On a 3 phases. Les noirs, c'était la phase 1, donc c'est ce qui s'en vient, on espère, bientôt. Là. Après ça, il y avait, je pense, c'était les gris foncés et les gris pâles. Puis les bleus, en fait, c'était les stations dont Véronique parlait, de stations de mobile, qui est en fait des stations virtuelles que j'ai présentées tantôt. On espérait pouvoir avoir des stations virtuelles. Là. Ça va être à venir selon le fournisseur, puis ce qui est disponible sur le marché. Puis moi, ce que je tenais à peut-être juste souligner, c'est que Véronique, elle a parlé de Saint-Janvier, en fait, tantôt. Puis Saint-Janvier, c'est vraiment le TOD, donc le Transit Oriented Development,
qui est en cours, il est quand même très avancé. Donc, c'est pour ça que vous voyez tant de stations. Donc, c'était vraiment important pour nous, comme Véronique disait, de venir desservir toute la zone puis de s'assurer qu'il n'y a pas trop de distance de marche entre les stations parce que sinon, les gens ne vont pas adhérer. Puis pour nous, c'est vraiment un pôle important parce que c'est là qu'il y a la gare. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par là. Puis après ça, tout le reste va, on espère, découler. Puis après ça, dans les autres secteurs qui sont moins denses, parce qu'on suit vraiment la densité aussi. Il y a la quantité de stations et l'emplacement de stations est surtout basé sur la densité de la zone qui est desservie. Fait que c'est sûr qu'il y a une zone comme Saint-Augustin qui est moins dense parce que c'est des maisons unifamiliales. Il y a un petit peu moins de stations, mais on essaie quand même de s'assurer que les distances de marche sont raisonnables. Donc, vous voyez qu'ici à Saint-Augustin, on s'est permis un petit peu plus 500 mètres, même presque 700 dans certains cas. Mais si ça fonctionne bien à Saint-Janvier, c'est sûr qu'éventuellement, le but, c'est d'en rajouter. Puis éventuellement, les secteurs vont aussi plus se densifier, fait qu'on va s'adapter à ça. Puis après ça, dans les secteurs plus en rural, on a seulement une station dans le noyau villageois parce que, bien sûr, cette station-là va être suffisante pour desservir presque tout le noyau villageois. Éventuellement, encore une fois, quand ça va se développer, on va rajouter plus de stations. Fait que c'est ce qu'on disait tantôt par rapport à, on dirait que le côté touristique vient un peu naturellement dans notre ville ici à Mirabel, parce qu'en fait, c'est ça, les distances sont tellement longues, les paysages sont beaux. On met une station dans un secteur, puis une station dans le secteur. Naturellement, les gens vont se promener de manière plus touristique, de manière plus pour le loisir, mais aussi, ils vont peut-être se promener pour des raisons utilitaires, aller voir des amis ou la famille qui habite pas loin. Donc, c'est un peu tout le raisonnement qu'il y a derrière ça. Comme on parlait initialement, il faut juste penser qu'entre deux noyaux villageois, c'est 10-15 minutes de voiture, donc ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes en vélo, là, dépendant de la ça fait une belle ride. Moi, je le fais souvent, le Saint-Augustin, Domaine-Val-Nord, c'est une belle distance de 1 heure. C'est le fun autant pour des raisons utilitaires que des raisons touristiques. Bon, ça, c'est le graphique un peu de qu'est-ce qu'on. Dans le fond, on s'est inspiré, là, dans le fond, Anixia vous parlait, dans le fond, de Québec précédemment. Ça, c'est l'organigramme que nous, on en a sorti par rapport à notre territoire. Mirabel, c'est une ville MRC, donc c'est le partenaire financier et stratégique. Nous, on est comme, si vous voulez, comme le bras droit de la ville pour la gestion de tout ce qui est par rapport à ce projet-là de vélo. Donc, on est le gestionnaire, l'opérateur, ou qui va avoir un contrat par rapport à un fournisseur, dans le fond, pour tout ce qui est vélo, là, pour tout ce qui est, voyons, je vais dire outils, là, mais ce n'est pas des outils. L'équipement. Oui, l'équipement. Désolée, j'avais juste outils dans la tête. Donc, ça, c'est dans le fond, c'est comme une extension pour faire deux appels d'offres, un par rapport, dans le sens que c'est l'équipement. Puis, dans le même principe que de Québec, là, dans le fond, pour éventuellement. Là, nous, on s'enligne pour être opérateur, mais dépendant comment ça peut s'enligner, peut-être que on peut s'enligner pour un autre appel d'offres, mais pour le moment, c'est ça. Là, on s'enligne pour être gestionnaire et opérateur. Si on compare à Québec, c'est ça. Québec a vraiment fait 2 appels d'offres, un pour l'approvisionnement puis un pour l'opération, le travail de terrain. Mais nous, c'est ça, comme Véro dit, présentement, on pense peut-être à l'interne. C'est pour ça que vous voyez que c'est écrit employé de TM, qui est Tourisme Mirabel, pour le terrain et pour la logistique. Donc, ça serait vraiment les employés de tourisme dans ce cas-ci. Mais c'est ça, ça peut toujours changer. On pourrait aussi faire un appel d'offres pour tout ce qui est opération aussi. Donc, dans le fond, c'est de ne pas avoir un clé en main. Là. Nous, c'est ça. On ne veut pas avoir un appel d'offres avec clé en main parce qu'on veut avoir notre mot à dire sur notre gestion de flotte. Oui, c'est ça, j'allais dire. En fait, ce qui est pertinent avec, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ce qui est pertinent avec Bixi aussi, c'est que oui, ils offrent un clé en main. Ça peut être pertinent pour certaines villes, mais ils ont aussi une certaine expertise, mais tu perds un peu d'autonomie sur la manière que tu gères ton réseau. Donc, il y a comme des pros et des contre à chaque, selon moi. C'est là je pense que qui est super important, c'est de mettre qu'est-ce qu'on veut pas, puis de faire un meaning pot de tout ça, puis de regarder c'est quoi nos priorités, puis les budgets aussi, c'est quoi le contexte. Ouais.
ça peut pas être un copier-coller d'une région à l'autre. On n'a pas le choix de prendre nos critères puis de OK, oui, on est peut-être similaire à Québec pour certains points, mais il y en a d'autres on n'est pas du tout similaire, puis que nous, on n'est pas prêt. Oui, où on a un point qu'on veut amener de plus là, dans notre gestion. Fait que je pense que chaque entité, chaque MRC ou chaque entreprise qui veut prendre l'envol par rapport au vélo libre-partage, il y a besoin de se faire une liste là, de qu'est-ce qu'il veut pas, puis d'essayer de l'orchestrer d'une certaine façon, mais qu'il n'y a pas un copier-coller d'une région à l'autre. Ah oui, donc dernièrement, comment qu'on allait faire toute la gestion de la flotte? Véro, je te laisse. Oui, on a dans le fond, on a commencé par avoir un véhicule de service là, suite à nos précédents et à nos recherches. On s'est aperçu qu'on avait besoin d'un véhicule de service. On a regardé les différents types de véhicules de service qu'on pouvait avoir pour commencer. Fait que là, nous, on a fait l'acquisition d'un véhicule de service. Aussi, on a commencé à faire des scénarios optimaux par rapport à tout comment on peut orchestrer la gestion sur le terrain pour savoir combien on va avoir besoin d'employés par rapport à ça. Fait que là, on a commencé à se faire des quantités. Parce que, comme Montréal, puis Bixi, puis Québec nous expliquaient, ça se pouvait que un matin, mettons à la gare, tous les bicycles arrivent, mais qu'il y a un autre pôle qu'il y a besoin éventuellement de vélos dans la même jour, dans l'heure qui suit. Donc, il y a un déplacement de cette flotte-là. Fait que, il faut prendre pour acquis qu'il faut permuter les vélos d'une station à l'autre. C'est ça qui est dans le fond qu'il faut évaluer. C'est quoi nos stations qu'on va avoir besoin de bouger notre flotte de véhicules. Il faut évaluer ceux qu'on a. OK, on pense que le va-et-vient va arriver de telle partie. Donc, puis après, il y a encore un potentiel de travailleurs. Donc, il faut aller bouger cette flotte-là de vélos. Parce qu'il faut être vraiment proactif dans cette gestion-là. Parce que c'est ça qui va faire que les gens vont adhérer. Donc, il faut vraiment être dans la première année, dans le premier mois, il faut vraiment être réactif de comment le va-et-vient va sur notre territoire. Il faut vraiment être à l'affût de ça pour que les gens, dans le fond, qui prennent ces vélos-là soient satisfaits. Parce que, on sait qu'un client insatisfait, il y a 10 personnes qui le savent, contrairement à 10 personnes, c'est ça, qui le savent. Donc, c'est super important d'être proactif. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à se faire des scénarios, un peu par rapport à nos stations, à des heures, parce que nous, on reste quand même dans un milieu dortoir, même si on a quand même un bassin de travailleurs là, par rapport à l'aéroport de Mirabel, à d'autres milieux industriels, mais il y a quand même beaucoup de population qui s'exode vers le centre-ville de Montréal. Donc, il faut prendre pour acquis ça. Donc, les heures ne sont pas pareilles d'un milieu à l'autre. Si on regarde par rapport à Montréal, où il y a vraiment un va-et-vient des vélos sur les stations, mais même en plein milieu de la journée, nous, on pense que ça n'arrivera pas, mais c'est là qu'il faut être réactif par rapport au va-et-vient de notre flotte de vélos. Donc, ça, c'est super important. Je ne sais pas, y avait-tu d'autres petits bonhommes qui arrivaient dans ta diapo, Anissa? Oui, fait que c'est ça. Moi, je cherchais mes boutons. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il faut juste se faire des routes optimales par rapport au déplacement des vélos. Fait qu'il faut vraiment être proactif au début. Là. Ça, c'est comme s'il y a un astérix qui pourrait être sur notre liste, c'est celle-là. Là. Une fois que le système est déployé sur un territoire ou dans une ville. On avait lu dans un mémoire qu'il parlait justement de développer des programmes qui permettraient de développer des routes optimales selon les besoins. Donc, une fois que les quantités optimales sont établies, donc à chaque heure, chaque station doit avoir tel nombre de vélos. En fonction de ces chiffres-là, c'est quoi la route optimale que l'employé doit prendre pour replacer tous les vélos. C'est un peu avancé. C'est des choses qu'on a lues, qu'on explore, mais c'est ça. C'est ce qu'on a appris.
Parce qu'Anissa, il y a la couche du défi du milieu rural qui s'ajoute. Là. Ouais. Habituellement, les données qu'on a, on est toujours en milieu urbain. On cherche. Ça fait des mois qu'on cherche du comparable dans le milieu rural qu'on ne trouve pas. Donc, on doit vraiment aiguiser notre crayon là, pour s'assurer que la réaction, on croit qu'elle va être différente en milieu rural. Là. Les déplacements de vélos, l'affectation des vélos va être différente. Puis quand on a repositionné des vélos, et on parlait tout à l'heure de à qui fait quoi, là, l'organisme qui transporte, exemple, les vélos en fin de période d'utilisation, bien, il y a beaucoup de kilométrage à faire pour repositionner le tout pour la journée suivante. Il y a beaucoup de paramètres à analyser là, à ce niveau-là. Oui, il faut faire analyser aussi. Les enjeux entre le rural et le urbain sont similaires. On peut utiliser les données d'un ou l'autre pour les analyser. Il va falloir beaucoup faire de l'observation de terrain, c'est ça, voir comment les gens répondent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, s'adapter en fait le plus rapidement possible pour ne pas décevoir, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, donc, on s'est inspiré, comme on disait tout à l'heure, donc d'un projet pilote. Et là, on est dans un projet, il y a un peu un volet pilote aussi dans le projet dans lequel on est, qui est réparti c'est une implantation sur 3 années. Alors actuellement, l'année 1 se termine à la fin de l'été. On est pratiquement prêt, là, on se prépare là, pour les appels d'offres. Les analyses sont assez avancées. Parce qu'il va y avoir toute l'installation à faire et l'orchestration des services. Parce qu'évidemment que là, on parle d'un service à la clientèle. Alors, ça prend un numéro de téléphone avec quelqu'un qui répond, qui va être là au téléphone pour répondre aux besoins mécaniques, exemple une crevaison, ou dans les grands secteurs comme ça, il y a aussi les zones de circulation qui sont autorisées, etc. Et le repositionnement des vélos. Donc, ça va être évidemment, c'est un service qui est 7 jours sur 7 pour toute la période d'utilisation des vélos. Fait qu'il y a quand même beaucoup de travail terrain à considérer, c'est ça que vous voyez tantôt sur le graphique qu'on vous a présenté. Alors, je ne sais pas, Véronique, est-ce que tu avais d'autres choses ou on est en mode? Juste un bon moyen de transport, ben, ça l'empêche l'exode de nos régions. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un système de vélo qui est interconnecté avec d'autres MRC que les gens ne travailleront pas sur notre territoire. Fait que je pense que c'est pour enlever cette vision-là que les gens vont sortir obligatoirement de notre région si on se connecte à d'autres. En tout cas, puis ce qu'on a retenu aussi, c'est de tous les commentaires, tous les gens qu'on a rencontrés dans le domaine du vélo assistance électrique, c'est une révélation. Je veux dire, je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous aujourd'hui ont eu la chance d'essayer. Il y a les vélos assistance électrique personnels, comme on voyait tout à l'heure, on donnait le détail, mais les vélos assistance électrique à plateforme publique, c'est quand même assez impressionnant. C'est très agréable. Ça nous amène vraiment, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, entre le vélo traditionnel et la voiture. On se situe entre les deux avec un certain plaisir d'utilisation sans y mettre l'effort comme facteur qui réduit notre décision de le prendre ou de ne pas le prendre. Alors, on parlait d'un changement de société. Tout ça, bien, une fois qu'on l'a essayé, on comprend. Et puis, ça motive beaucoup les gens. On a parlé à des équipes, évidemment, comme on disait tout à l'heure, de Montréal, de Québec. Et on le voit vraiment que les utilisateurs, dès qu'il y a des vélos électriques qui sont disponibles dans les stations, les gens ils marchent même plus longtemps, même s'ils sont devant, exemple, le système Bixi. Ils sont devant une station Bixi. S'il n'y a pas de Bixi électrique, mais qu'il y en a un à une autre station, ben, au lieu de prendre un Bixi traditionnel devant lui, il va plutôt marcher plus longtemps pour pouvoir aller chercher un vélo électrique qui est un peu plus loin pour l'utilisation. Donc, il y a une grande popularité de cette nouvelle technologie-là qui est avec nous au service des transports